Le Conseil galactique a tué une jeune humaine, et la Terre a alors déployé sa flotte secrète. Dans la première partie, Zara Chen regardait par la fenêtre de sa petite chambre à l'Académie galactique. Les étoiles semblaient différentes, ici, sur la Station Century. Elles étaient plus brillantes, plus colorées que celles qu'elle pouvait voir depuis la Terre. Cela faisait maintenant 3 ans qu'elle était à l'Académie, et pourtant, chaque matin au réveil, elle était toujours aussi émerveillée. À 19 ans, Zara était la première humaine à devenir la meilleure élève de l'établissement. À son arrivée, les autres élèves extraterrestres s'étaient moqués d'elle. Ils pensaient que les humains étaient trop novices en matière de voyages spatiaux. Ils pensaient que les humains n'étaient pas assez intelligents pour comprendre les subtilités de la politique galactique. Mais Zara leur a prouvé le contraire. Elle travaillait plus dur que quiconque. Elle a appris 17 langues extraterrestres différentes. Elle comprenait les coutumes et les traditions de dizaines d'espèces. Plus important encore, elle avait un don pour résoudre les problèmes les plus insolubles. Aujourd'hui avait lieu l'épreuve finale avant la remise des diplômes. Tous les élèves devaient résoudre une crise fictive entre 2 races extraterrestres. Les Siskatari étaient des créatures reptiliennes vivant sur des planètes désertiques et brûlantes. Les Veltars, quant à eux, ressemblaient à des cristaux vivants et provenaient de mondes glacés. Depuis 50 ans, ces 2 races se disputaient les droits d'exploitation minière d'une planète qui recelait à la fois les métaux précieux dont les Siskatari avaient besoin et les cristaux froids que les Veltars convoitaient. De nombreux élèves avaient déjà tenté de résoudre ce problème. La plupart suggéraient de diviser la planète en 2. D'autres proposaient qu'une race rachète les droits à l'autre. Mais ces solutions n'avaient jamais fonctionné, car les 2 races étaient trop fières pour renoncer à ce qu'elles considéraient comme leur appartenant. Zara avait une autre idée. Elle se leva devant la classe, le cœur battant la chamade. Autour d'elle étaient assis des élèves de 30 espèces extraterrestres différentes. Certains avaient plusieurs têtes, d'autres des tentacules à la place des bras. Certains respiraient des gaz différents et devaient porter des masques spéciaux. Mais ils étaient tous intelligents et tous la surveillaient. « Le problème n'est pas la planète, » dit Zara d'une voix claire. Le problème, c'est que les 2 races pensent qu'elles doivent tout posséder pour être en sécurité. Et s'ils pouvaient peut-être collaborer. Elle s'approcha du grand écran à l'avant de la salle et présenta son plan. Les Sicari excellent dans la construction d'édifices en milieu chaud. Les Veltars, quant à eux, maîtrisent donc la création de technologies fonctionnant dans des environnements froids. Et s'ils construisaient chez une cité commune sur la planète, les Sicatari pourraient extraire les métaux et édifier les structures. Les Veltars pourraient récolter les cristaux et créer la technologie nécessaire au fonctionnement du système. Le silence régnait dans la pièce. Soudain, un étudiant scatari nommé Issatar leva sa main griffue. « Mais les humains ne comprennent pas. Mon peuple est ennemi des êtres de cristal depuis des siècles. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. » Zara acquiesça. C'est précisément pour cela que ça fonctionnera. Lorsque 2 groupes se sont ennemis depuis longtemps, ils connaissent parfaitement les forces et les faiblesses de l'autre. Ils se respectent mutuellement, même s'ils ne s'apprécient pas. Ce respect peut devenir le fondement d'une collaboration. Un élève de Veltar, dont le nom sonnait comme des notes de musique, prit la parole. « Cette idée est intéressante, mais comment partagerions-nous les bénéfices ?»« Vous ne partageriez pas les bénéfices, » dit Zara avec un sourire. « Vous créeriez quelque chose de plus grand que les bénéfices. Réfléchissez-y. Si les meilleurs bâtisseurs de la galaxie travaillaient avec les meilleurs inventeurs de technologie, que pourriez-vous créer? Vous pourriez construire des villes sur des planètes inhabitables. Vous pourriez créer de nouvelles inventions qui profiteraient à tous les habitants de la galaxie. D'autres races seraient prêtes à payer une fortune pour apprendre de vous. » Le professeur, un grand extraterrestre bleu du nom de Keithmore, semblait impressionné. « Mademoiselle Chen, votre solution est originale. La plupart des élèves cherchent à séparer les parties en conflit. Vous voulez les rapprocher. Parfois,
Ce qui oppose les gens peut devenir ce qui les unit et les rend plus forts. Zara dit, les humains ont appris cette leçon à leurs dépens. Nous nous sommes battus pendant des millénaires avant d'apprendre à collaborer. Après le cours, Zara se sentait fière, mais fatiguée. Elle traversa les couloirs de la station pour rejoindre sa chambre. L'académie était construite à l'intérieur d'une immense station spatiale qui tournait lentement pour créer une gravité artificielle. Par les hublots, elle pouvait voir des vaisseaux provenant de centaines de mondes différents s'amarrer et décoller. Elle passa devant les bureaux où travaillaient les membres du Conseil galactique lors de leur visite à la station. Le Conseil galactique était composé des races extraterrestres les plus anciennes et les plus puissantes. Il prenait les grandes décisions concernant le commerce, la guerre et la paix. Les humains n'avaient été autorisés à rejoindre le Conseil que 5 ans auparavant, et ils étaient encore considérés comme des membres subalternes. Alors que Zara passait devant un bureau, elle entendit des voix parler l'ancienne langue galactique que seuls les membres du Conseil étaient censés connaître. Elle avait appris cette langue en secret, en étudiant de vieux livres. Ce qu'elle entendit la fit s'arrêter. « Cette humaine devient un problème », dit une voix rauque comme un grincement de pierre. Zara la reconnut. C'était celle de la conseillère Vextol, de la race hégémanique. Ses idées sur la coopération menacent l'ordre naturel. Si les races plus jeunes commencent à croire qu'elles peuvent travailler d'égal à égal avec leurs supérieurs, notre autorité s'effondrera. On pourrait peut-être provoquer un accident, suggéra une autre voix. Celui-ci ressemblait à du métal qui frotte contre du métal. Ces jeunes étudiants entreprennent tant de voyages dangereux. Les voyages spatiaux peuvent être risqués. Oui, Vextul acquiesça. Un accident tragique rappellerait aux humains leur place et dissuaderait les autres espèces de viser trop haut. Le sang de Zara se glaça. Il parlait de la tuer. Elle commença à reculer discrètement, mais son pied heurta un morceau de métal au sol. Le bruit résonna dans le couloir. Les voix à l'intérieur du bureau se turent aussitôt. Zara entendit des pas se rapprocher de la porte. Elle courut aussi vite qu'elle le put, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle parvint à sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle devait faire. Devait-elle en parler au professeur de l'académie? Devait-elle contacter la Terre? Quelqu'un la croirait-il? Avant qu'elle puisse se décider, le système de communication de sa chambre vibra. Un message apparut sur son écran. Mademoiselle Chen. Le message disait « Vous avez été sélectionné pour un voyage d'honneur exceptionnel aux mines de cristal de Veltar Prime. Départ demain matin à bord de la navette 7749. Félicitations. » Zara fixa le message. Elle n'avait jamais postulé pour un tel voyage, et après ce qu'elle venait d'entendre, elle avait l'impression d'être prise au piège. Mais si elle refusait, il saurait qu'elle avait écouté leur conversation. Si elle partait, elle risquait de ne pas revenir vivante. Elle passa la nuit entière à réfléchir à ce qu'elle devait faire. Finalement, elle enregistra un message et l'envoya à ses parents sur Terre. Elle leur raconta comment elle avait résolu l'épreuve, combien elle était fière d'être humaine et combien elle les aimait. Elle ne leur parla pas de ce qu'elle avait entendu, craignant que le message ne soit intercepté. Le lendemain matin, Zara se dirigea vers le hangar à navette. Les autres élèves lui firent signe d'adieu, enthousiastes à l'idée de son voyage. Elle se força à sourire et à leur rendre leur salut. La navette était petite et peinte en blanc, ornée du symbole de l'académie sur le côté. Tandis que la navette quittait la station et prenait la direction de l'espace, Zara jeta un dernier regard à la station Century qui s'éloignait à toute vitesse. Elle repensa à tous ses amis, à tout ce qu'elle avait appris et à tous ses rêves d'avenir. Elle ignorait qu'un petit dispositif, dissimulé dans le système de navigation de la navette, allait bientôt bouleverser le cours de l'histoire galactique. Elle ignorait que sa mort réveillerait un géant endormi qui, en silence, se préparait à ce jour. Elle savait seulement qu'elle avait tenté de rendre la galaxie meilleure, et que certains étaient prêts à la tuer pour cela.
La nouvelle parvint sur Terre 3 jours plus tard. David et Maria Chen prenaient leur petit déjeuner dans leur cuisine lorsque le message officiel leur parvint par leur système de communication domestique. La femme à l'écran portait l'uniforme bleu foncé du corps diplomatique terrien. Monsieur et Madame Chen, j'ai le regret de vous annoncer que votre fille Zara a péri dans un accident de navette près de Prime. La navette a subi une panne de navigation et a percuté un astéroïde. Il n'y a aucun survivant. Maria laissa tomber sa tasse de café. Elle se brisa sur le sol, mais elle ne s'en aperçut pas. David serra si fort le bord de la table que ses jointures blanchirent. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux ne put prononcer un mot. « Comment ?» murmura finalement Maria. Zara était la meilleure élève de l'académie. Elle était si prudente. La voix de l'officier diplomatique était douce, mais formelle. Le Conseil galactique a ouvert une enquête approfondie. Les premiers rapports indiquent que le système de navigation de la navette a dysfonctionné en raison d'un logiciel obsolète. Le Conseil vous présente ses plus sincères condoléances et a autorisé le versement des indemnités habituelles pour votre perte. Après la fin de l'appel, David et Maria restèrent silencieux. Tous deux avaient servi dans l'armée terrienne avant de devenir chercheurs. Ils savaient tout à quoi ressemblaient les enquêtes menées avec la ferme intention de découvrir la vérité. Et ils savaient reconnaître une réaction du genre « on cherche juste à étouffer un problème ». « Ça ne me semble pas normal », finit par dire David. Zara était trop intelligente et trop prudente pour mourir dans un simple accident. Maria hocha la tête en essuyant ses larmes. Et pourquoi était-elle dans cette navette, au juste? Elle n'a jamais mentionné un voyage sur Veltar Prime dans son dernier message. Ils décidèrent de mener leur propre enquête. David avait encore des amis au sein des services de renseignement terriens, et Maria avait des contacts parmi les scientifiques qui étudiaient la technologie extraterrestre. Si le Conseil galactique dissimulait quelque chose, il finirait par le découvrir. Pendant ce temps, à travers la galaxie, la nouvelle de la mort de Zara se répandit rapidement grâce au réseau de communication galactique. La plupart des espèces extraterrestres y prêtèrent peine attention. L'humanité était encore une nouveauté dans la civilisation galactique, et la mort d'un étudiant humain ne semblait pas être un événement majeur. Pourtant, le Conseil galactique y prêta attention. Lors de leur réunion suivante, le conseiller Vextol se présenta devant les représentants de dizaines de mondes. Ce malheureux accident impliquant l'étudiant humain devrait servir d'avertissement, déclara-t-il d'une voix grave. Les espèces plus jeunes surestiment souvent leurs capacités. Nous avons peut-être été trop généreux en leur donnant accès à une formation diplomatique aussi poussée. Une autre conseillère, une créature arachnéenne du collectif arachnide, approuva d'un clic. Les humains ont fait preuve d'une ambition inquiétante. Ils proposent des changements radicaux à des systèmes qui ont fonctionné pendant des millénaires. Il est peut-être temps de les encadrer avec plus de prudence. Au cours des semaines suivantes, de nouvelles restrictions ont commencé à apparaître. Les routes commerciales des navires marchands humains ont été soudainement classées comme zones à haut risque, nécessitant des escortes de sécurité coûteuses. Les missions diplomatiques humaines ont été retardées pour des vérifications de sécurité supplémentaires. Plus important encore, le Conseil galactique commença discrètement à répandre des rumeurs sur l'imprudence et l'instabilité émotionnelle des humains. Vous voyez comment ils réagissent au moindre revers, dit Vextol aux autres membres du Conseil. Les humains n'ont pas la maîtrise de leurs émotions nécessaires pour assumer de graves responsabilités galactiques. Nous devons protéger la galaxie de leur impulsivité. Mais le Conseil galactique avait commis une erreur capitale. Il supposait que la Terre qu'il voyait était la seule existante. Il connaissait la petite flotte défensive terrestre et ses modestes stations spatiales. Il connaissait les vaisseaux commerciaux et les missions diplomatiques humaines. Ce qu'ils ignoraient, c'était l'initiative de défense Terrara. L'amiral Sarah Hayes se tenait dans le centre de commandement d'une installation qui, officiellement, n'existait pas. Construite à l'intérieur d'un astéroïde creux de la ceinture de Kuiper,
La station Omega était l'une des 12 bases d'été secrètes que la Terre avait mises en place pour se préparer précisément à ce genre de situation. Sarah était la tante de Zara et la sœur cadette de David. Elle avait quitté le foyer familial à 18 ans pour s'engager dans l'armée et avait gravi les échelons grâce à son intelligence et à sa force de caractère supérieure à celle de tous ses camarades. Lorsque la Terre établit le premier contact avec des civilisations extraterrestres, Sarah fut l'une des rares humaines à en comprendre la véritable signification. Le premier contact n'est pas une invitation à une fête, avait-elle déclaré au Conseil de défense terrestre 20 ans auparavant. C'est un entretien d'embauche, et si nous le ratons, nous n'aurons peut-être pas de seconde chance. L'initiative de défense Terrara avait été créée sur la base d'une idée simple. Espérer la paix, mais se préparer à la guerre. Si la Terre, aux yeux du public, apparaissait comme une petite civilisation pacifique désireuse de rejoindre la communauté galactique, son visage secret était tout autre. Dissimulée dans les ceintures d'astéroïdes, derrière des bases lunaires et dans des installations spatiales lointaines, elle construisait des armes et des vaisseaux que le Conseil galactique ne pouvait même pas imaginer. Des ingénieurs humains avaient rétroconçu la technologie extraterrestre capturée et l'avaient améliorée d'une manière inédite pour les scientifiques extraterrestres. Le joyau de la flotte secrète était un vaisseau que Sarah avait baptisé « Fierté de Terrara ». Plus grand que n'importe quel vaisseau de guerre extraterrestre connu, il était équipé d'une technologie qui repoussait les limites de la physique de façon dangereusement nouvelle. Mais lorsque la nouvelle de la mort de Zara lui parvint, Sarah rebaptisa le vaisseau. Il s'appellerait désormais la vengeance de Zara. « Madame, dit le commandant Torres, son second, nous avons reçu le rapport d'enquête préliminaire du Conseil galactique. Il conclut à un accident dû à un logiciel de navigation obsolète. » Sarah lut le rapport sur son écran et sentit sa colère monter en elle. Logiciel obsolète? Cette navette a été inspectée il y a à peine une semaine. Le système de navigation a été certifié pleinement fonctionnel. Ce n'est pas tout, madame. Nos services de renseignement signalent de nouvelles restrictions sur les activités humaines dans toute la galaxie. Les routes commerciales sont fermées. Les missions diplomatiques sont retardées. Des rumeurs circulent selon lesquelles certains membres du Conseil souhaiteraient réexaminer le statut de la Terre. Sarah se leva et se dirigea vers le hublot donnant sur l'espace. Au loin, elle aperçut d'autres vaisseaux dissimulés, se préparant à des opérations qui pourraient bientôt s'avérer nécessaires. « Commandant, contactez nos agents à l'Académie. Je veux tout ce qu'ils pourront découvrir sur cette navette, sur les derniers jours de Zara et sur la personne qui a autorisé son voyage sur Prime. »« Oui, madame. Et si nous trouvons des preuves que ce n'était pas un accident ?» Sarah se retourna vers lui et Torres put lire la froide détermination dans ses yeux. « Alors le Conseil galactique est sur le point d'apprendre quelque chose d'important sur les humains. Ils sont sur le point de découvrir la différence entre la paix et la faiblesse. » 3 semaines plus tard, la solution survint d'une source inattendue. Champ cristallin de vérité était une jeune étudiante Veltar, amie de Zara à l'Académie. Comme tous les membres de son espèce, elle communiquait par des mélodies et possédait un don naturel pour déceler les mensonges et la tromperie. La mort de Zara la hantait depuis. Quelque chose dans la version officielle lui paraissait faux à ses sens aiguisés par les cristaux. Grâce à son accès aux systèmes informatiques de l'Académie, elle entreprit sa propre enquête. Ce qu'elle découvrit la fit vibrer d'alarme dans tout son corps cristallin. Le journal de bord de la navette révélait des signatures énergétiques ne correspondant à aucun dysfonctionnement de navigation connu. Au contraire, elles correspondaient au mode opératoire d'un dispositif de sabotage sophistiqué. Plus important encore, elle découvrit des documents prouvant que le voyage d'honneur de Zara n'avait pas été autorisé par les professeurs de l'Académie, mais par une personne utilisant les codes d'accès personnel du conseiller Vextoul. Sachant que son peuple ne souhaiterait pas s'immiscer dans la politique humaine, Crystalline Song of Truth prit une décision périlleuse.
Elle chiffra les données à l'aide d'un code humain appris de Zara et les transmit directement sur Terre. Lorsque l'amiral Hayes découvrit les preuves, elle convoqua une réunion d'urgence du Conseil secret de défense de la Terre. La preuve était irréfutable. Zara Chen avait été assassinée par le Conseil galactique, qui tentait désormais d'instrumentaliser sa mort pour restreindre les libertés humaines. « Messieurs et mesdames, déclara Sarah aux dirigeants réunis, nous nous sommes préparés pendant 20 ans à l'éventualité que la galaxie ne nous accueille pas comme des égaux. Ce jour est arrivé. Le vote fut unanime. Si le Conseil galactique voulait voir de quoi les humains étaient réellement capables, son vœu serait exaucé. L'opération Lumière de Zara était sur le point de commencer. L'amiral Hayes se tenait dans la salle de briefing de la station Omega, les yeux rivés sur l'écran holographique qui affichait les positions de la flotte secrète de la Terre. Pendant 20 ans, l'humanité avait construit ses vaisseaux dans des installations dissimulées, disséminées à travers le système solaire. Le Conseil galactique estimait que la Terre possédait une 50aine de vaisseaux de guerre. En réalité, elle en comptait plus de 300, chacun équipé d'une technologie capable de stupéfier les puissances extraterrestres. « Amiral !» annonça le docteur Elizabeth Warren, scientifique en chef de la Terre pour l'initiative de défense Terra. Les générateurs de phase quantique sont prêts à être déployés. Tous les vaisseaux de la flotte fantôme ont été équipés des nouveaux moteurs de saut dimensionnels. Sarah acquiesça. Les moteurs à saut dimensionnels étaient le plus grand secret de l'humanité. Si les vaisseaux extraterrestres pouvaient voyager plus vite que la lumière à travers l'hyperespace, ils restaient néanmoins soumis aux lois de la Sohokane physique. Les vaisseaux humains, quant à eux, pouvaient désormais passer d'une dimension à l'autre, apparaissant et disparaissant presque instantanément. C'était comme avoir le pouvoir de devenir invisible et de traverser les murs simultanément. « Et l'encre de réalité ?» demanda Sarah. Le docteur Warren esquissa un sourire sinistre. Installée et testée sur le Zara's Vengeance. Une fois activée, elle crée un champ qui bloque tout voyage dimensionnel et toute communication supraluminique dans un rayon de 3 années-lumière. Toute flotte extraterrestre prise au piège dans ce champ sera immobilisée dans l'espace normal, sans possibilité d'appeler à l'aide. L'ancrage dimensionnel reposait sur une technologie découverte par hasard par les humains lors de leur tentative d'amélioration des moteurs supraluminiques. Les scientifiques extraterrestres avaient toujours supposé que les barrières dimensionnelles étaient fixes et immuables. Les humains avaient découvert qu'ils pouvaient être manipulés, contrôlés, voire militarisés. Le commandant Torres entra dans la pièce, une tablette de données et à la main. « Amiral, nous avons terminé l'analyse des preuves fournies par Christine Song of Truth. Le dispositif de sabotage utilisé sur la navette de Zara était sans aucun doute d'origine Hégémonie. Seul un membre du Haut Conseil aurait pu se le procurer. L'autorisation du voyage de Zara, les codes personnels du conseiller Vextol ont été utilisés, mais elle a été antidatée pour paraître officielle. Nos experts informatiques affirment sans hésiter qu'elle a été insérée dans le système après la mort de Zara. Sarah sentit sa colère monter en elle, froide et sourde. Zara avait été assassinée non pas pour ses actes, mais pour ce qu'elle représentait. Elle avait démontré que les humains pouvaient être égaux au sein de la civilisation galactique. Une perspective trop dangereuse pour le pouvoir en place. « Envoyez l'ultimatum », ordonna Sarah. À travers la galaxie, tous les grands réseaux de communication diffusèrent aussitôt le même message. La transmission contourna tous les canaux habituels et apparut sur les écrans des bâtiments gouvernementaux, des bases militaires, des chaînes d'information et des lieux publics de milliers de planètes. L'amiral Hayes y apparut, vêtue de l'uniforme impeccable de l'armée terrienne. Derrière elle se trouvait le symbole de l'initiative de défense Terrara, une terre bleue et verte entourée d'étoiles. « Citoyens de la galaxie », commença-t-elle d'une voix calme, mais teintée d'une fureur contenue. « Je suis l'amiral Sarah Hayes, des forces de défense terrestre. Je m'adresse à vous aujourd'hui au sujet du meurtre de ma nièce Zari Chen et des tentatives du Conseil galactique
pour dissimuler ce crime. La diffusion a ensuite révélé toutes les preuves que le champ cristallin de vérité avait recueillies. La signature énergétique des dispositifs de sabotage, les codes d'autorisation antidatés, l'analyse des derniers instants de la navette, le tout exposé de manière claire et irréfutable. Pendant 50 ans, poursuivit Sarah, la Terre a participé à la civilisation galactique en tant que membre pacifique. Nous avons respecté les règles du Conseil, payé nos cotisations et suivi ses directives. Nous croyons que l'intelligence et la bonne foi suffiront à nous faire gagner une place parmi les étoiles. La scène suivante montrait Zara à l'académie, étudiant avec des camarades extraterrestres, résolvant des problèmes diplomatiques complexes et recevant des prix d'excellence. Zara Chen incarnait ce que l'humanité a de meilleur. Elle croyait que la compréhension était plus forte que la peur, que la coopération pouvait surmonter les conflits et que toutes les espèces intelligentes pouvaient œuvrer ensemble pour une galaxie meilleure. Le Conseil galactique l'a tuée pour ses convictions. La retransmission montra alors quelque chose qui stupéfia les téléspectateurs de toute la galaxie. D'immenses vaisseaux de guerre humains se dévoilaient autour d'importantes installations extraterrestres. Ces vaisseaux, manifestement plus avancés que tout ce que la galaxie avait connu jusqu'alors, planaient dans l'espace telles des menaces silencieuses. Depuis le meurtre de Zahra, le Conseil galactique a passé la semaine à répandre des mensonges sur l'imprudence et l'instabilité humaine. Ils ont restreint notre commerce, retardé nos missions diplomatiques et insinué que les humains n'étaient pas prêts pour la civilisation galactique. Ils ont pris notre retenue pour de la faiblesse. La caméra s'est focalisée sur le visage de Sarah, et les observateurs extraterrestres ont pu lire la froide détermination dans ses yeux humains. J'exige par la présente que le conseiller Vextol et tous ceux impliqués dans le meurtre de ma nièce se rendent aux autorités terriennes dans les 72 heures. Ils seront jugés pour assassinat, complot et crimes contre la paix galactique. S'ils ne se rendent pas volontairement, nous viendrons les chercher. La diffusion montra d'autres images de la flotte fantôme. Des centaines de vaisseaux surgissaient de nulle part autour des forteresses du Conseil et des bases militaires. Les vaisseaux étaient manifestement de conception humaine, mais bien plus avancés que tout ce que la Terre avait présenté publiquement. Le Conseil galactique a trop longtemps maintenu son pouvoir par la peur, la corruption et la conviction que les espèces plus jeunes ne pouvaient contester son autorité. Aujourd'hui, cette conviction s'éteint avec la mémoire de ma nièce. L'amiral Hayes se pencha légèrement en avant et sa voix devint encore plus intense. « Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la justice. Mais si le Conseil croit pouvoir assassiner des innocents en toute impunité, il va vite déchanter. Il ne s'agit pas d'une conquête, mais d'un règlement de compte. » La diffusion s'est achevée sur des images de la Terre, dévoilant ses villes, ses forêts et ses océans. Les derniers mots sont apparus en hommage à Zara Chen, qui croyait en un avenir meilleur pour la galaxie. La réaction fut immédiate et explosive. Sur la planète natale des Hidjigemani, le conseiller Vextol, depuis son bureau, suivit la retransmission et ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des siècles. La peur. Les vaisseaux humains qui encerclaient sa planète étaient manifestement plus avancés technologiquement que ceux de l'hégémonie. Pire encore, ils étaient apparus sans le moindre avertissement de ses capteurs. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il à ses conseillers militaires. Notre rapport de renseignement indiquait que les humains ne possédaient qu'une cinquantaine de vaisseaux de guerre, tous primitifs. « Les rapports SOAS étaient erronés, conseiller, » répondit le général Crésard en analysant les données du scanner. « Ces vaisseaux utilisent une technologie que nous ne comprenons pas. Ils sont apparus à l'intérieur de notre périmètre défensif sans déclencher la moindre alarme. Nos boucliers ne les ont même pas détectés. » Sur d'autres mondes du Conseil, des scènes similaires se déroulaient. Des espèces qui avaient dominé la politique galactique pendant des millénaires se retrouvaient soudain face à une flotte humaine qui rendait leurs propres forces militaires obsolètes. Mais le Conseil n'était pas le seul à observer. À travers la galaxie,
des milliards d'êtres appartenant à des centaines d'espèces découvrirent les preuves du meurtre de Zara et commencèrent à s'interroger. Combien d'autres accidents étaient en réalité des assassinats? Combien de fois le Conseil avait-il fait taire les voix gênantes sur le monde cristallin de Veltar Prime? La famille de Crystal et de Song of Truth se rassembla autour d'elle, stupéfaite. « Tu as aidé les humains à découvrir la vérité ?» demanda son parent d'une voix mélodieuse, mêlant fierté et inquiétude. « Zara était mon amie, » répondit-elle. Elle pensait que la vérité primait sur la sécurité. Je ne pouvais pas laisser ces assassins impunis. Le Conseil galactique convoqua une session d'urgence, mais pour la première fois depuis des siècles, de nombreuses espèces membres exigèrent des réponses avant de participer. L'oppression systématique qui avait maintenu les races plus jeunes dans la servitude commençait à s'effriter à mesure que la vérité se répandait. Le conseiller Vextol s'efforça de conserver son autorité. « Il s'agit manifestement d'une tromperie humaine », annonça-t-il. « Ils utilisent donc le mensonge et les menaces pour déstabiliser l'ordre galactique. Nous devons résister fermement à cette agression. » Mais d'autres membres du Conseil commençaient à avoir des doutes. Les preuves étaient extrêmement détaillées et d'une grande sophistication technique. Plus important encore, la flotte humaine était bel et bien réelle et plus puissante que quiconque ne l'avait imaginé. Peut-être, suggéra Mertak, conseiller de la Fédération aquatique, devrions-nous envisager la possibilité que les humains disent la vérité. La réaction de Vextol révéla son désespoir. La vérité, c'est que les humains sont une espèce inférieure qui s'est prise pour une autre. Cette jeune fille propageait des idées dangereuses sur la coopération et l'égalité. Sa mort a servi la stabilité galactique. À peine ces mots prononcés, Vextol comprit son erreur. Il venait d'avouer un meurtre devant tout le Conseil. Un silence pesant s'installa dans la salle, tandis que les implications de la situation se faisaient jour. Sur Terre, l'amiral Hayes reçut l'enregistrement des aveux de Vextol en quelques minutes. Un sourire sombre se dessina sur son visage, et elle donna l'ordre qui allait tout changer. La phase 2 est autorisée. Il est temps de montrer à la galaxie ce qu'est la justice. La première cible était Nexus Prime, l'immense station militaire servant de quartier général à la flotte de l'hégémonie. Considérée comme imprenable, la station était protégée par des boucliers énergétiques, capables de stopper des armes destructrices de planètes et défendue par plus de 200 des vaisseaux de guerre les plus avancés de la galaxie. Le capitaine Maria Santos commandait la force de frappe à bord du Zara's Vengeance. Ayant participé aux essais de la technologie de transfert dimensionnel, elle comprenait mieux que quiconque le potentiel des vaisseaux humains. « Tous vaisseaux, préparez-vous à l'insertion de phase quantique », annonça-t-elle par le système de communication. N'oubliez pas, il s'agit d'une opération de précision. Nous sommes ici pour capturer des criminels, pas pour déclencher une guerre. Les défenseurs d'Hégémonie ne les ont pas vus venir. Un instant, leur scanner indiquait un espace vide autour de la station. L'instant d'après, 30 vaisseaux humains se sont matérialisés à l'intérieur du périmètre de défense, ayant complètement contourné les boucliers en se déplaçant à travers l'espace dimensionnel. L'amiral Couche-Tard, commandant la flotte de Hégémonie, fixait ses écrans, incrédule. « Comment ont-ils franchi les boucliers ? Nos barrières sont impénétrables, monsieur, » rapporta son officier de détection. « Ils ne les ont pas franchis, ils les ont contournés. Ces relevés suggèrent qu'ils ont voyagé à travers une dimension parallèle et ont émergé dans l'espace normal, à l'intérieur de nos défenses. » Avant que Kashtar ne puisse répondre, la vengeance de Zara activa son ancrage de réalité. Soudain, toute la flotte Hégémonie se retrouva incapable d'entrer en hyperespace. Leurs systèmes de communication supraluminiques tombèrent en panne. Ils étaient piégés. Le capitaine Santos ouvrit un canal de communication avec la flotte Hégémonie. Ici, le capitaine Santos du vaisseau terrien Zara's Vengeance. Vous avez l'ordre de désactiver vos armes et de vous préparer à l'abordage. Quiconque résiste sera neutralisé, mais non anéanti.
L'orgueil de Kashtar l'emporta sur sa raison. Vous osez donner des ordres à la flotte de l'hégémanie? Nous défendons cette galaxie depuis 3000 ans. Attaquez! La bataille qui s'ensuivit fut sans précédent dans l'histoire galactique. Les vaisseaux de l'hégémanie ouvrirent le feu avec des armes capables de fendre des lunes en deux. Mais les vaisseaux humains se téléportèrent hors de l'espace normal lorsque les rayons d'énergie les atteignirent, laissant les attaques traverser sans dommage des dimensions vides. De retour dans l'espace normal, ils ripostèrent avec des armes que l'hégémonie n'avait jamais vues auparavant. Des canons à impulsion électromagnétique neutralisaient les systèmes informatiques extraterrestres. Des manipulateurs gravitationnels immobilisaient les vaisseaux ennemis. Des capsules d'abordage capables de traverser la matière transportaient des marines humains directement dans les couloirs des vaisseaux extraterrestres. Le plus choquant était que les humains se retenaient manifestement. Leurs armes étaient conçues pour neutraliser, non pour détruire. Lorsque les membres d'équipage du Hijgemani furent capturés, ils furent traités avec soin et respect. Les humains auraient pu anéantir toute la flotte, mais ils choisirent la retenue. Monsieur, rapporta l'officier de reconnaissance du vaisseau amiral de l'amiral Kashtar, nos armes sont inefficaces. Les vaisseaux humains disparaissaient avant que nos tirs ne les atteignent, et leurs tirs de riposte paralysaient nos systèmes sans tuer nos équipages. Krésar observait impuissant les vaisseaux de sa flotte être mis hors service et abordés les uns après les autres. Les humains agissaient avec une précision et une efficacité qui témoignaient d'années de préparation. Il ne s'agissait pas d'une attaque désespérée, mais d'une opération soigneusement orchestrée. « Cessez le feu !» ordonna-t-il finalement. « Tous les vaisseaux, cessez le feu et préparez-vous à l'abordage. » Des scènes similaires se déroulaient à travers la galaxie. Des équipes d'intervention humaines se matérialisèrent dans des bâtiments gouvernementaux sur une douzaine de mondes, franchissant des systèmes de sécurité incapables de détecter les voyageurs dimensionnels. Le conseiller Vextol fut capturé dans ses appartements privés alors qu'il tentait de détruire les preuves de ses crimes. D'autres membres du conseil impliqués dans le complot ont été arrêtés à leur domicile, à leur bureau, voire en pleine réunion officielle. Les opérations étaient chirurgicales et précises. Les agents savaient exactement où trouver leurs cibles et comment les atteindre. Des années de collecte de renseignements secrètes avaient permis de cartographier chaque bastion du Conseil et d'identifier chaque conspirateur. Mais la bataille la plus importante ne se menait pas avec des armes, elle se menait avec l'information. Le docteur Rebecca Kim, spécialiste en chef de la guerre de l'information sur Terre, coordonnait la diffusion de preuves depuis un centre secret sur la Lune. Tous les grands réseaux d'information de la galaxie recevaient simultanément des documents détaillés sur la corruption du Conseil remontant à plusieurs siècles. Diffusion du paquet NDEG 7, ordonna-t-elle à son équipe. Des documents financiers prouvant comment le Conseil a manipulé les routes commerciales à son avantage. Le paquet NDEG 8 est prêt, annonça son assistante. Des preuves attestent que le Conseil a utilisé des accidents pour éliminer des opposants politiques appartenant à au moins 12 espèces différentes. Et le paquet 9, le plus important. La preuve que le Conseil a délibérément empêché les espèces plus jeunes de développer des technologies avancées afin de les maintenir sous sa dépendance. Ces révélations ont été dévastatrices. Les espèces qui s'interrogeaient sur le blocage de leur développement technologique comprirent soudain qu'il avait été saboté. Des conflits commerciaux qui semblaient fortuits se révélèrent orchestrés. On apprit que des dirigeants politiques morts, accidentellement, avaient été assassinés. Sur la planète aquatique d'Aquatica, le conseiller Myrt suivait les retransmissions avec une horreur grandissante. Elle avait siégé au Conseil pendant 60 ans, persuadée de contribuer au maintien de la paix galactique. À présent, elle réalisait avoir participé à un système d'oppression et de meurtre. « Comment ai-je pu être aussi naïve ?» demanda-t-elle à son aide, le visage déformé par la honte. « Comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Les humains ont présenté des preuves très convaincantes,
répondit prudemment son assistante. Il semble que de nombreuses opérations du Conseil aient été tenues secrètes, même pour les autres membres. Des conversations similaires avaient lieu à travers la galaxie. Les membres du Conseil qui n'avaient pas participé au complot réalisèrent qu'ils avaient simbe et servi de couverture à des crimes qu'ils n'auraient jamais imaginés. Les espèces membres commencèrent à exiger des réponses et que justice soit faite. Le point de rupture fut atteint lorsque Vextol, désormais détenu par des humains à bord du Zaras Vengeance, eut l'occasion de se défendre lors d'une retransmission en direct à toute la galaxie. Son arrogance causa sa perte. « Vous voulez la vérité ?» gronda-t-il à la caméra, ses traits reptiliens déformés par la rage. « Oui, j'ai ordonné la mort de la jeune humaine. Oui, nous avons éliminé les menaces à la stabilité galactique depuis des siècles. L'autorité du Conseil découle de notre supériorité, non du consentement d'espèces inférieures. » Il se pencha en avant, les yeux brillants d'une certitude fanatique. Les humains sont des parvenus qui refusent d'accepter la place qui leur revient. La jeune fille propageait des idées dangereuses sur l'égalité et la coopération. Si nous l'avions laissée vivre, elle aurait inspiré d'autres espèces inférieures à défier l'ordre naturel. Le capitaine Santos, à ses côtés, regarda droit dans la caméra. « Mesdames, messieurs, et d'êtres de toutes espèces, vous venez d'entendre le conseiller Vextol avouer un meurtre et un complot. Il a également révélé la véritable nature de l'autorité du Conseil galactique. Elle ne repose ni sur la sagesse ni sur le consentement, mais sur la conviction que certaines espèces sont naturellement supérieures à d'autres. » Cet aveu a anéanti le peu de crédibilité qui restait au Conseil. À travers la galaxie, les espèces membres ont commencé à se désengager de son autorité. Les accords commerciaux ont été annulés. La coopération militaire a été suspendue. La structure politique qui avait dominé la civilisation galactique pendant des millénaires s'effondrait. Mais l'amiral Hayes n'en avait pas fini. Dans une seconde allocution à la galaxie, elle exposa la vision de l'humanité pour l'avenir. « Citoyens de la galaxie, dit-elle, debout sur la passerelle du vaisseau, la vengeance de Zara, tandis que la confession de Vextol était diffusée sur les écrans derrière elle. La Terre ne cherche pas à remplacer la tyrannie du Conseil galactique par la nôtre. Nous aspirons à quelque chose d'inédit dans l'histoire galactique, une véritable égalité entre toutes les espèces intelligentes. » Elle désigna les cartes stellaires montrant les vaisseaux humains positionnés dans l'espace du Conseil. « Notre flotte restera déployée jusqu'à la capture de tous les conspirateurs et la mise au jour de toutes les preuves de corruption. Mais nous ne sommes pas des conquérants. Nous sommes des libérateurs. » La caméra s'est focalisée sur le visage de Sarah et des milliards d'êtres à travers la galaxie ont pu percevoir la sincérité dans ses yeux humains. Ma nièce croyait que la compréhension était plus forte que la peur, que la coopération pouvait surmonter les conflits et que toutes les espèces intelligentes méritaient dignité et respect. Elle est morte pour ses convictions. À présent, il nous appartient à tous de faire de son rêve une réalité. Sur le monde cristallin de Veltar Prime, champ cristallin de vérité sentit tout son corps vibrer d'espoir pour la première fois depuis la mort de Zara. Dans toute la galaxie, d'autres jeunes êtres de dizaines d'espèces éprouvèrent le même sentiment. Le changement était imminent. L'ancien ordre était mort, et quelque chose de nouveau allait naître. 6 mois après la chute du Conseil galactique, le procès du conseiller Vexel et de ses conspirateurs s'ouvrit sur Terre. Les débats furent retransmis en direct sur toute la galaxie, suivis par des milliards d'êtres désireux de voir enfin justice rendue. La juge Patricia Williams, ancienne juge de la Cour suprême de la Terre, présidait le procès. La salle d'audience avait été spécialement construite pour accueillir les représentants de dizaines d'espèces extraterrestres aux exigences atmosphériques et aux champs gravitationnels différents, afin de garantir la participation de tous. Ce tribunal, a annoncé le juge Williams, déterminera la culpabilité ou l'innocence en se fondant sur les preuves et le droit, et non sur l'espèce ou le pouvoir politique. Chaque accusé a droit à une représentation légale, au droit de présenter des preuves pour sa défense et au droit à un procès équitable.
Les preuves présentées étaient accablantes. Les documents financiers révélaient des décennies de corruption. Les journaux de communication ont révélé le complot visant à assassiner Zara et à dissimuler le crime. L'aveu le plus accablant fut la confession de Vexatol lui-même, diffusée à maintes reprises devant le tribunal galactique. L'avocat de la défense de Vexatol, un humain nommé James Rodriguez, qui s'était porté volontaire pour le représenter, tenta de plaider que son client avait agi dans l'intérêt supérieur de la stabilité galactique. Mon client croyait, à tort ou à raison, protéger un ordre qui avait instauré la paix dans la galaxie depuis des millénaires. Rodriguez a soutenu qu'il considérait l'étudiante humaine comme une menace pour cette stabilité. La procureure Lisa Zhang, s'exprimant au nom des victimes, a répondu avec une intensité contenue. « Votre honneur, l'accusé a avoué avoir assassiné une jeune fille de 19 ans dont le seul crime était de croire que toutes les espèces intelligentes méritaient un égal respect. Il l'a tuée non pour protéger la paix, mais pour préserver son propre pouvoir. » Elle désigna la galerie où David Salt et Maria Chen étaient assis avec d'autres familles de victimes du Conseil. Zara Chen ne menaçait pas la stabilité galactique. Elle menaçait la tyrannie galactique. Et c'est précisément pour cela qu'elle devait mourir et que ses assassins devaient être traduits en justice. Le procès dura 3 semaines. À l'issue du procès, Beextul et ses complices furent reconnus coupables de tous les chefs d'accusation. Ils furent condamnés à la prison à vie, assortis de conditions leur interdisant de nuire à nouveau à des innocents. Mais la véritable victoire ne résidait pas dans le procès lui-même, mais dans ce qui avait été construit pendant son déroulement. La Fédération galactique des mondes libres tint sa convention fondatrice sur la planète neutre de Haven, un monde terraformé conjointement par 12 espèces différentes. Contrairement à l'ancien Conseil galactique, dominé par d'anciennes puissances, la Fédération reposait sur des principes que Zara Chen aurait reconnus. Chaque espèce, sans distinction d'âge ni de développement technologique, disposait d'une voix égale. Les décisions étaient prises par consensus et débat, et non sous la contrainte des puissants. Plus important encore, la charte de la Fédération garantissait les droits individuels de tous les êtres intelligents. L'amiral Hayes, désormais promu amiral de la flotte et représentant de la Terre auprès de la Fédération, prit la parole à la tribune devant les délégués réunis. Plus de 200 espèces remplissaient la grande salle. Certaines respiraient des atmosphères différentes, d'autres existaient sous forme d'êtres d'énergie, d'autres encore communiquaient par les couleurs ou les vibrations plutôt que par le son. Nous sommes réunis aujourd'hui non pas en conquérants et conquis, non pas en espèces supérieures et inférieures, mais en égaux, dans notre quête commune d'une galaxie meilleure. Elle déclara : « La fédération que nous fondons sera imparfaite, car elle sera dirigée par des êtres imparfaits. Mais elle sera juste, car la justice est notre fondement. » Elle marqua une pause et contempla l'assemblée diverse. Ma nièce Zara Chen rêvait d'un jour où la compréhension l'emporterait sur la peur, où la coopération triompherait des conflits, et où toutes les espèces intelligentes pourraient collaborer dans le respect mutuel. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. Les applaudissements qui ont suivi étaient sans précédent dans l'histoire galactique. Ce n'étaient pas les applaudissements polis du protocole diplomatique, mais l'enthousiasme authentique d'être libéré de siècles d'oppression. Le chant cristallin de la vérité, désormais représentant des Veltars, résonna d'une joie si pure que tous les autres êtres de cristal présents dans la salle se mirent à vibrer à l'unisson. La musique emplit la chambre d'espoir. Le premier grand projet de la Fédération fut la construction de l'Académie commémorative Zarak Shen sur Haven. Contrairement à l'ancienne Académie galactique, conçue pour former des diplomates à la gestion des structures de pouvoir existantes, la nouvelle académie enseignerait aux étudiants comment imaginer un avenir meilleur. Son programme était révolutionnaire. Les étudiants ont appris non seulement l'histoire et les coutumes des différentes espèces, mais aussi comment résoudre les problèmes par la coopération, plutôt que par la domination. Ils ont étudié des cas où de jeunes civilisations avaient été opprimées par l'ancien Conseil,
et ont travaillé ensemble pour trouver de meilleures solutions. Elena Vasquez, la première directrice de l'Académie, avait été l'une des professeurs de Zara à l'ancienne Académie galactique. Elle a conçu la nouvelle école en s'inspirant des principes que Zara incarnait. Nous enseignerons à nos élèves que la diversité est une force, a-t-elle déclaré lors de la cérémonie d'ouverture. Nous leur montrerons que la voie la plus récente peut être la meilleure, et nous ne les laisserons jamais oublier que la compréhension est plus forte que la peur. La première promotion comptait des étudiants appartenant à 47 espèces différentes. Ils ont collaboré à des projets qui auraient été impossibles sous l'ancien système. Des colonies communes où plusieurs espèces partageaient des mondes, des accords commerciaux fondés sur le bénéfice mutuel plutôt que sur l'exploitation, et des recherches scientifiques combinant les capacités uniques de différentes races. Mais le changement le plus important résidait peut-être dans la façon dont la galaxie se percevait. Pendant des millénaires, la civilisation galactique s'était fondée sur l'idée que certaines espèces étaient naturellement supérieures, supérieures à d'autres. Cette idée était morte, anéantie par la révélation des crimes du Conseil et la démonstration de la force insoupçonnée de l'humanité. Dès lors, les jeunes êtres à travers la galaxie commencèrent à nourrir des rêves plus ambitieux. Sur la planète désertique Siskatar Prime, une jeune ingénieure reptilienne nommée Bright Kale de l'innovation proposa aux Veltar un projet commun visant à construire des villes capables de survivre sur des planètes aux variations de température extrêmes. Sa proposition fut accueillie avec enthousiasme, et la première de ces villes était déjà en construction. Sur Windweaver, une géante gazeuse, des êtres flottants semblables à des méduses, que l'ancien conseil avait jugés primitifs, ont révélé leur maîtrise de la manipulation atmosphérique. Ils sont devenus partenaires de la Terre dans des projets de terraformation visant à créer de nouveaux mondes pour des espèces nécessitant des environnements spécifiques. L'ancien Conseil galactique avait conservé son pouvoir en maintenant les espèces séparées et méfiantes les unes envers les autres. La Fédération s'est renforcée en rassemblant les espèces et en les encourageant à apprendre les unes des autres. L'amiral Hayes se rendait souvent sur la tombe de Zara sur Terre, une simple stèle dans un cimetière à flanc de colline, surplombant la ville où elle avait grandi. L'inscription disait « Zara Chen, fille, étudiante, rêveuse ». Elle croyait que la galaxie pouvait être meilleure. « On l'a fait, Zara », dit Sarah lors d'une de ses visites, en levant les yeux vers les étoiles qui n'étaient plus sous la domination des tyrans. La galaxie devient enfin l'endroit dont tu rêvais. David et Maria Chen avaient créé un fonds de bourse d'études au nom de leur fille, afin d'aider de jeunes gens, issus de mondes en développement, à intégrer la nouvelle académie. Ils recevaient des lettres d'étudiants de toute la galaxie, tous inspirés par l'histoire de Zara et déterminés à œuvrer pour un avenir meilleur. La flotte fantôme patrouillait toujours la galaxie, mais elle servait désormais de gardienne du nouvel ordre, plutôt que d'instrument de vengeance. Les vaisseaux humains œuvraient aux côtés de ceux de dizaines d'autres espèces, protégeant les routes commerciales et intervenant en cas d'urgence, avec une rapidité et une efficacité que l'ancien Conseil n'avait jamais atteintes. La Fédération n'était pas parfaite. Des conflits subsistaient entre les espèces, des défis restaient à relever, des problèmes à résoudre. Mais désormais, ces défis étaient abordés avec coopération plutôt qu'oppression, avec compréhension plutôt qu'avec peur. 10 ans après la mort de Zara, la galaxie était devenue un lieu dont elle aurait été fière. Des espèces ennemies depuis des siècles étaient désormais partenaires dans l'exploration et la découverte. Les jeunes civilisations étaient encouragées à se développer et à apporter leurs perspectives uniques. Plus important encore, personne n'avait à craindre d'être assassiné pour avoir rêvé d'un avenir meilleur. Lors de la cérémonie commémorative du 10e anniversaire, Crystalline Song of Truth a interprété une composition écrite en hommage à Zara. La musique racontait l'histoire d'une jeune humaine qui avait cru au pouvoir de la compréhension et dont la mort avait éveillé la galaxie à la justice. Tandis que le chant de lettres de cristal emplissait la salle commémorative,
des êtres venus de centaines de mondes écoutaient dans un silence respectueux. Ils se souvenaient non seulement de Zarachen, mais aussi de toutes les victimes de l'Ancien Ordre, et célébraient la nouvelle galaxie, née de leur sacrifice. Le chant s'acheva sur une note pure et unique, qui sembla flotter dans l'air à jamais. La promesse que le rêve de Zara perdurerait à travers chaque génération d'étudiants qui apprendraient que la compréhension était plus forte que la peur, que la coopération pouvait surmonter tous les conflits et que même la plus petite lueur pouvait illuminer les ténèbres. La galaxie était enfin devenue digne de sa foi en l'avenir.